Aujourd'hui, dans affaire sensible, les attentats terroristes de Bombay. Le 26 novembre 2008, la capitale économique de l'Inde est à feu et à sang. Pendant 72 heures, 10 terroristes de 20 ans mettent la ville à genoux. Séparés en plusieurs commandos, tout est préparé, orchestré, millimétré. Le monde retient son souffle. Les assaillants attaquent les symboles de la réussite du pays. Hôtels de luxe et restaurants fréquentés par des Occidentaux, d'abord et avant tout. Équipés d'armes automatiques et d'un calme effrayant, ils tirent en continu dans la gare centrale, traversés chaque jour par des milliers d'Indiens et prennent plusieurs personnes en otage dans un centre communautaire juif. En tout, du 26 au 29 novembre, 7 points de la ville sont visés. Bilan 174 morts, plus de 300 blessés. Parmi les assaillants, un seul survivant, Ajmal Kassab, qui avoue appartenir à une organisation islamiste, le Lashkar-e-Taïba, ou Armée des Purs, dont les camps d'entraînement se situent au Pakistan. Et pas de doute, c'est bien la réussite indienne que l'on cible. Les terroristes veulent tétaniser touristes et investisseurs étrangers, paralyser le centre économique du pays et démolir l'image de l'Inde à l'international. Ce qui fut également la motivation des terroristes à Paris en novembre 2015, s'en prendre à un mode de vie et tenter d'assassiner la liberté qui va avec. Notre invité aujourd'hui, le commandant Vincent, auteur du livre intitulé « Traquer la terreur » aux éditions Pierre de Taillac. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, récit documentaire Constance Villanova, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio et Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Mercredi 26 novembre 2008, 20h. Il fait nuit noire sur la digue de Badwar Park, au sud de Bombay. D'habitude, il est difficile de se frayer un chemin dans la foule compacte de ce port de pêche bondé de porteurs et de pêcheurs qui déchargent les poissons qu'ils viennent d'attraper dans la mer d'Oman. Mais ce soir, les quais sont déserts. Il règne même un silence de plomb dans cette enclave populaire située au cœur des zones les plus luxueuses de Bombay. Toute la ville en effet, tout le pays même, est scotché devant son écran de télé. L'équipe de cricket du Royaume-Uni affronte l'Inde. Match immanquable, revanche obligée contre l'Empire, et ça tombe bien, l'Inde écrase son adversaire pour la 4e fois en 4 rencontres. Dans le clapotis tranquille des vagues, un bruit de moteur se distingue et se fait de plus en plus proche. C'est un canot gonflable qui accoste discrètement. À son bord, 10 jeunes hommes, rasés de près. Tous posent mécaniquement un pied sur la digue, ajustent leur sac à dos bien rempli, gestes orchestrés, automatiques, répétés plusieurs fois avant le grand soir. Sorti fumer une cigarette après son dîner, un pêcheur assiste à la scène, étonné. Alors qu'il demande à cette étrange petite bande ce qu'elle transporte dans ses sacs, un lapidaire « mêle-toi de tes affaires » coupe court à tout échange. Quatre jours plus tôt, le 22 novembre, les 10 jeunes hommes quittaient le port de Karachi au Pakistan à bord d'une embarcation de fortune pour s'emparer le lendemain en pleine mer d'un navire de pêche indien plus performant. Seul survivant des 5 membres de l'équipage indien, le capitaine guide utile pour la navigation vers Bombay. Ensuite, et presque arrivé à bon port, il devient inutile. Alors on l'égorge. Retour sur la digue, dans la pénombre du 26 novembre 2008. Des clameurs de victoires sportives et festives se répandent de foyer en foyer. Mais au même moment, l'équipe des 10 garçons, sac à dos, se scinde en groupe de 2, donc 5, et cherche un taxi. Voilà, la troupe se prépare à terroriser la capitale économique indienne. Un acte de guerre. Que raconte Fabrice Launay à Bombay pour le 13h de France 2 le 27 novembre, au lendemain donc de l'arrivée du commando meurtrier. 22h30, premier coup de feu, premier mouvement de panique. Bombay s'apprête à vivre une longue nuit d'horreur. Un taxi piégé au sud de la ville.
Au même moment, les attaques coordonnées visent au fusil ou à l'explosif un restaurant, un hôpital ou bien le hall de la gare centrale. Partout, les mêmes images de sang. Les télévisions passent en boucle les coups de feu et les victimes innocentes. Les attentats ont visé 7 points dans la ville. Le bilan fait état de plus de 100 morts. Des témoins décrivent des gamins armés de Kalachnikov. Ils vont prendre 2 hôtels et les plus chics, le Taj Mahal et le Trident. C'est une prise d'otage et elle vise les étrangers. Les étrangers, oui, mais pas seulement. Si les images du luxueux hôtel Taj Mahal, dévasté par les flammes, et les témoignages de ses riches clients s'exportent à travers le monde, le 9/11 India vise aussi le peuple indien et ses travailleurs. Oui, leur 11 septembre à eux, disent les Indiens. À 21h, l'un des 5 commandos de 2 hommes entre, lourdement armés, dans le hall de la gare centrale de Bombay, après avoir laissé une bombe programmée pour exploser plus tard dans leur taxi. Ouvriers, voyageurs, pèlerins, centre névralgique de la ville, où 1250 trains qui s'y arrêtent chaque jour, l'immense gare Chhatrapati Shivaji grouille de monde. La grande fête de l'Aïd el-Kabir approche et les familles musulmanes rentrent dans leur village, rejoindre leurs proches. « 21h20, première détonation. D'un sang-froid glaçant, les 2 terroristes tirent tous azimuts. Depuis les haut-parleurs de la gare, la voix d'un employé se fraye un chemin entre les coups de feu et les cris des blessés. Il exhorte tous les passagers à fuir. L'assaut dure plus d'1 heure, 75 minutes précisément. Les 2 terroristes quittent la gare et laissent derrière eux 58 corps gisant dans des mares de sang et des familles décimées. Dans la rue, ils visent la foule et abattent 8 policiers et se dirigent vers l'hôpital de Kama avec l'intention, cette fois, d'exécuter des patients. Ils foncent vers un barrage de police. Fin de partie. De cet assaut et des attentats de Bombay, un seul terroriste survit. 4 heures après avoir posé le pied en Inde, il est arrêté, transporté à l'hôpital et interrogé par la police dans la foulée. Son nom, Ajmal Kasab. L'échange surréaliste est filmé. Hagard, blessé à la gorge, Kasab gémit en hindi ourdou et décrit ce qu'il appelle la mission de la gare centrale. Combien de balles avez-vous tiré? J'en ai aucune idée, entre 1 et 2 chargeurs. Combien de personnes avez-vous tué? J'en ai aucune idée, nous avons tiré en continu. Quelle était votre cible? La foule. Quand comptiez-vous vous arrêter? On nous a dit de continuer, de tirer jusqu'à la mort. Nous sommes aussi des êtres humains. Alors que les rafales pleuvent dans la gare, à 21h30, Shoaib Benazir, 2 autres membres du commando terroriste débarqués 1h30 plus tôt au port, font leur entrée dans le Léopold Café. Situé en face d'une station de police, occidentaux et indiens raffolent des établissements du sud de Bombay. Les 2 islamistes comme souriants, bien habillés, jeunes, très séduisants, téléphone vissé à l'oreille. 2 playboys du djihad en quelque sorte. 2 clients comme les autres, qui se fondent dans la masse de jeunes branchés, jusqu'à l'explosion d'une première grenade. Minutes, Shoaib et Benazir filent leurs armes automatiques. Dans la foule terrorisée, beaucoup de touristes, dont des Français, comme le rapporte Moussine Enaimi, correspondant d'Asie du Sud pour RFI, pour le journal de 13h du 28 novembre 2008. Mercredi soir au Léopold, l'un des meilleurs restaurants de la ville, Johanna et son cousin, tous les 2 en vacances, prennent un verre quand ils voient arriver plusieurs hommes lourdement armés. 3 grenades explosent, une fusillade éclate, des clients tombent sous les balles, raconte la jeune femme sous le choc. Johanna et son cousin se réfugient sous une table. Plusieurs minutes de peur, de terreur. Comment on vit quand pendant 3 minutes vous vous demandez ce qui se passe et si vous allez survivre ou pas. Dix clients y laissent leur vie. Les 2 terroristes quittent les lieux en courant vers le prestigieux hôtel Taj Mahal, à 400 mètres du café. Ils rejoignent un autre commando de 2 terroristes qui a déjà commencé son carnage.
Construit au début du XXe siècle, face à la baie, dominant la fameuse porte de l'Inde, le palace héberge environ 1000 clients, hommes et femmes d'affaires, politiques, diplomates ou touristes fortunés. C'est bien l'emblème de la réussite indienne qui est ciblé. Dans le hall d'entrée du Taj, déjà 20 victimes en sang figées là, sur le marbre. Les assaillants ont assez de noix et de fruits pour tenir plusieurs jours retranchés. Alors, c'est le début d'un long siège. Puis les 4 hommes montent au 6e et dernier étage pour y mettre le feu. Le Taj sous les flammes, une séquence terrifiante diffusée en boucle sur toutes les chaînes de télé du monde entier, reprise par les JT dans toutes les langues. Pendant les prises d'otages, les services de renseignement indiens interceptent alors des appels entre les terroristes et leurs chefs restés au Pakistan. Et ils regardent en direct les attentats sur leur téléviseur. Les commanditaires pakistanais donnent des ordres précis et poussent surtout leurs soldats à mettre le feu à d'autres étages du bâtiment, de sorte que les images de catastrophes se répandent à travers le monde comme un macabre avertissement. Les 4 terroristes, eux, se retranchent dans une chambre, éblouis par l'opulence des lieux, comme des mots mouillés dans un magasin de jouets. D'ailleurs, voici la conversation captée par la police indienne. Mettez le feu aux chambres de l'étage du haut. Videz les chambres et mettez-y le feu. Tu sais ce que tu dois faire. Emmène-les tous en bas. Il y a la police au rez-de-chaussée, rassemble tout le monde en bas. Et comme je t'ai dit, jette une grenade toutes les 20-25 minutes. Est-ce que c'est ce que tu es en train de faire? Ok. Pendant que nous descendrons en bas, nous les prendrons par surprise. C'est une chambre grandiose. Ok, vous avez trouvé un endroit où vous retranchez? C'est vraiment très luxueux. Il y a même 2 cuisines, une salle de bain et un petit magasin. Est-ce qu'il y a de l'eau? Oui, il y a de l'eau. Gardez un seau d'eau avec vous, avec des serviettes. Quand la police jettera des grenades, vous en aurez besoin. L'Inde est sous le choc. À 22h, le 4e commando ouvre le feu dans le restaurant de l'Auberrois Trident, un autre hôtel 5 étoiles. Juste au sol, 2 Français assassinés. Lulia Erice, la créatrice de la marque de lingerie Princesse Tam Tam, et son mari dînaient ce soir-là. Les terroristes vident leurs armes tout en lançant des explosifs avant de rejoindre les 16e et 18e étages pour prendre plusieurs personnes en otage. Membre de tout un équipage d'Air France en escale à Bombay, on les y rivait sur leur écran de téléphone portable. Quelques SMS pour rassurer, pas le soulagement pour apaiser l'angoisse des proches à 7000 km de là. Progresse dans l'Auberrois, ils laissent les bisous à certains clients musulmans, des frères, tandis qu'ils abattent froidement les autres. Les chefs au Pakistan sont là aussi interceptés par la police. Frère Abdul félicite les terroristes depuis ce pays voisin qui mène à l'Inde une sorte de guerre froide. Les médias comparent votre action au 11 septembre 2001. Un haut gradé de la police a été tué. Laissez vos téléphones ouverts qu'on puisse entendre les coups de feu, poursuit le chef assassin au Pakistan. Après que le 28 novembre, bilan 30 morts. L'économie indienne agonise. À 22h50, les 2 bombes laissées dans les taxis explosent. L'une sur les docks fait 3 morts et 19 blessés. L'autre, en banlieue bombée, tue le chauffeur du véhicule et son passager. Une 3e détruit une pompe à essence près du Léopold Café. Les ambassades et consulats harcelés, des milliers de coups de fil sont échangés. Une vague de rumeurs déferle sur Bombay. On parle en effet d'autres hôtels comme le Marriott et d'autres cafés attaqués. Et puis, combien y a-t-il d'otages? Une dizaine? Une centaine? Et puis, s'agit-il de terroristes indiens? Les mêmes images en boucle, les informations livrées à la presse par les autorités se contredisent et se télescopent. Sur place, correspondants, envoyés spéciaux aux reporters indiens essaient de couvrir les attaques tant bien que mal, dans un chaos extrême. Le lendemain, jeudi 27 novembre, presque 24 heures après les premiers coups de feu, les 2 hôtels, le Trident et le Taj Mahal, sont toujours hors de contrôle, comme en témoigne à nouveau Fabrice Launay pour France 3.
La situation est presque de plus en plus confuse. Les deux hôtels de luxe, le Taj Mahal et l'Oberoi, sont en proie aux flammes de nouveau, un peu comme hier soir quand on a vu ces images extrêmement spectaculaires. Alors c'était en flammes parce que la police a réinvesti les lieux et il semblerait que les terroristes qui sont retranchés dans les otages fassent exploser des grenades. On entend beaucoup d'explosions, on entend beaucoup de rafales de mitraillettes. On peut suivre leur évolution en regardant au fur et à mesure les étages qui s'allument ou les étages qui se mettent à flamber. J'ai pu voir en me rapprochant derrière l'hôtel Taj Mahal ces forces spéciales à l'œuvre, on les appelle les Black Cats, les chats noirs. Ils étaient en train de monter à petits pas dans les escaliers et ils sont obligés de fouiller chambre par chambre. L'hôtel Taj Mahal compte 800 chambres. Bordeaux s'est dirigé vers le sud de la ville. Sa cible, la Nariman House, siège de la communauté juive orthodoxe de Lubavitch. Yael Holzberg y vit depuis 2002 avec son épouse Rivka, enceinte de 6 mois. Leur fils de 2 ans, Moshe, dort à l'étage. Cette année certifie aux assaillants que chaque personne tuée dans ce centre communautaire vaudra 50 fois plus que les autres victimes. Alors, comme dans un jeu vidéo, dans leur tête malade, formatée, manipulée, Israël et les États-Unis, c'est l'ennemi ultime. Ils fusionnent. Froidement, le rabbin, sa femme et 2 personnes hébergées dans le centre. Le gamin et sa nounou parviendront à s'échapper plus tard. Et la nuit se fait interminable. Et puis viennent les premières lueurs du jour, et avec elles la nouvelle de l'arrestation de Qassam qui se propage comme une traînée de poudre. Les instigateurs pakistanais paniquent et veulent utiliser l'une des 2 otages, Norma Rabilovitch, comme monnaie d'échange pour la libération de l'assaillant hospitalisé. Ils survolent le bâtiment, les chefs ordonnent aux terroristes retranchés d'obliger Norma, une touriste de 50 ans qui devait s'installer dès lundi en Israël, à appeler le consulat de l'État hébreu. S'ensuit cet échange glaçant à 10h23 le matin entre Norma et l'un des commanditaires au Pakistan. Hello? Hello? Who's that? Leur avez-vous parlé? Hein? Avez-vous parlé au consulat? J'ai parlé avec eux. Ils passent des coups de fil, les coups de fil que vous vouliez qu'ils passent. L'avez-vous fait ou allez-vous le faire? Attendez, qui est-ce? Vous l'avez fait, hein? Je leur ai déjà parlé. Je viens de le faire, il y a quelques minutes. Ils vont appeler très bientôt. Ils ont dit de laisser la ligne libre pour qu'ils puissent vous contacter à tout moment et faire en sorte que vous soyez satisfait. Vous comprenez? Non, je ne comprends pas. Répétez. Ils sont en train d'appeler l'armée, le Premier ministre, l'armée indienne. Ils appellent depuis notre ambassade à Delhi. Avant de raccrocher, l'interlocuteur lui fait comprendre qu'elle sera libérée et qu'elle pourra passer Shabbat avec sa famille le lendemain, vendredi, si Qassam est relâché. L'opération de police en cours est diffusée en direct à la télé. Les instigateurs décrivent tout au commando reclus dans le centre Lubavitch. Les forces spéciales indiennes qui entourent le bâtiment, la police sur les toits, l'hélicoptère, les riverains, tout est sous contrôle. À 22h, toujours pas d'appel du gouvernement indien. Alors, en représailles, les chefs somment les terroristes d'exécuter les 2 otages. Le 28 au matin, les forces spéciales indiennes achèvent les 2 assaillants déjà gravement blessés. Pour France 2, Arnaud Boutet raconte. À l'annonce de la victoire militaire, la foule hurle sa joie et fête ses soldats, sacrés véritables libérateurs. Après 45 heures de tension, le centre juif de Bombay vient d'être libéré à coups d'explosifs et de tirs nourris. L'assaut va durer des heures et s'achever dans le sang. Les terroristes lancent une grenade sur les otages. Bilan 6 tués, 5 Israéliens et un rabbin américain. 2 jours d'assaut. Une ville de 18 millions d'habitants mise à genoux par 10 hommes de seulement 20 ans. Où va le monde? Otages. Les échanges de tirs continuent. Les forces spéciales n'avancent pas. On ne sait pas combien de terroristes ou d'otages s'y trouvent encore. Le message internet revendiquant les attaques est signé par les Moudjahidines du Deccan, du nom du plateau central de la péninsule indienne, un groupe inconnu, en fait, un leurre, oui. Et déjà l'Inde
tourne son regard à l'ouest, vers le Pakistan, et accuse. Bombay au cœur de la nuit. Près de 2 jours après le déclenchement des attaques, l'hôtel Taj Mahal est toujours le théâtre d'affrontements. 1 ou 2 islamistes résistent encore aux assauts menés par les troupes spéciales indiennes. Ils seraient lourdement armés et détiendraient des otages, la preuve aux yeux des militaires que les terroristes avaient minutieusement préparé leur coup. Il est évident que ces hommes sont bien entraînés. Tout le monde ne peut tirer avec des fusils d'assaut AK-47. Tout le monde ne sait pas lancer des grenades comme ça. Enfin, le 29 novembre, à 8 heures, après 60 heures de siège, le Taj Mahal est libéré. Bombay respire. Bilan de ces 60 heures de terreur tout de même. 170 morts, dont 9 terroristes et plus de 300 personnes blessées. À l'hôpital, les policiers continuent d'interroger Kassab, arrêté 4 heures après son arrivée sur le sol indien, car ces révélations continuent et elles inquiètent. Les 10 terroristes se seraient entraînés au Cachemire, région à cheval sur l'Inde et le Pakistan, disputée par les 2 États depuis leur indépendance en 1947. La province à majorité musulmane est aujourd'hui séparée en 2 zones, l'une pakistanaise, l'autre indienne. L'Inde à majorité hindoue et le Pakistan, seul pays au monde créé ex nihilo pour une religion, l'islam, voilà 2 frères ennemis dont l'affrontement nationaliste menace d'embraser l'Asie du Sud, 2 voisins ultra armés et équipés de la bombe atomique. Du côté de l'Inde, si les musulmans sont considérés comme une minorité, ils représentent 14% d'une population de 1,2 milliard d'habitants, soit en valeur absolue 170 millions de fidèles. Des musulmans qui, au lendemain de l'attaque du 26 novembre 2008, prennent peur. Ces croyants ont tous en tête, entre autres, les émeutes de 2002 visant leur corps religionnaire du Gujarat, pogrom qui avait causé la mort de plus de 800 personnes. Arnaud Miguet raconte l'inquiétude de cette minorité musulmane sur France 2 le 30 novembre 2008, 2 jours après le massacre. L'un des auteurs de cette barbarie, c'est lui, Azam Kassab, seul survivant. Membre de l'organisation terroriste Lashkar-e-Taiba, pakistanais et musulman, l'amalgame fait peur. Nous sommes au petit Pakistan, comme on l'appelle ici. Même si tous les habitants sont indiens, ils sont aussi musulmans. Une minorité chez les hindous, souvent à la marge, souvent opprimée. Tout le monde se souvient dans cette boulangerie des attentats de Bombay de 93 attribués aux islamistes et des émeutes anti-musulmanes qui ont suivi. On s'inquiète qu'il y ait des représailles de la part des hindous. Les gens ici ont peur. À la moindre alerte, tout le monde s'enfuit. Le groupe à l'origine des attentats, né dans les années 80, c'est l'une des organisations islamistes les plus puissantes du Pakistan. Ces combattants suivent un entraînement militaire intensif, entrecoupé de séances de prière et d'endoctrinement islamiste. Un lavage de cerveau implacable et surtout efficace. De scolarisation ou d'action sociale offerte aux plus démunis. En coulisses, après la guerre froide, il s'est attaqué aux troupes soviétiques en Afghanistan et forme des militants pour mener des opérations dans le Cachemire indien. Le tout avec la bénédiction d'Islamabad. Interdit depuis 2002 par le président pakistanais d'alors, Pervez Musharraf. Il s'était engagé à ce que son pays ne serve pas de base arrière à des opérations terroristes. Mais en 2006, le groupe islamiste existe toujours sous la vapeur d'une organisation caritative, le Jamaat ou Dawa. Ses ramifications terroristes subsistent et seraient soutenues par des hauts responsables et par les services secrets pakistanais. L'armée des purs serait même à l'origine d'une 50aine d'attaques sur le sol indien. Le 11 juillet 2006, 2 ans avant l'assaut du Taj Mahal. Vers 18h30, à l'heure de pointe, 7 explosions se produisent quasi simultanément dans des gares et trains de banlieue de Bombay. Un groupe proche du Lashkar-e-Taiba revendique l'attentat qui fait 200 morts. Sur la tragédie de novembre 2008, mais s'y greffe aussi l'échec cuisant des renseignements indiens. Le 29 novembre 2008, la presse indienne dénonce. Les renseignements auraient été alertés d'un risque d'attentat. Ils détenaient des informations précises sur des attaques dans des hôtels de luxe de Bombay
depuis le mois de février 2008, soit depuis 9 mois. Pire encore, le président de l'association des pêcheurs aurait averti à plusieurs reprises que des bateaux suspects déchargeaient des armes sur la côte. Pas assez performant, pas informatisé du tout. Pour les services secrets indiens, c'est faillite et discrédit. L'échec est cuisant. Le 30 novembre, Shivarai Patil, ministre de l'Intérieur, démissionne. Une semaine après la tuerie, une manifestation spontanée s'organise dans les rues de Bombay et rassemble environ 10 000 personnes. Moussine et Naïmi est sur place ce 3 décembre pour France Inter. Des Indiens lui expliquent les raisons de la colère. Oui, il faut attaquer le Cachemire pakistanais occupé. C'est là que se trouvent tous les camps d'entraînement des terroristes. Exactement. Le gouvernement pakistanais, les services secrets pakistanais dépensent beaucoup d'argent pour entraîner les terroristes. Ils dépensent beaucoup d'argent uniquement pour détruire l'Inde. Je suis ici pour protester contre nos politiciens. Ils ne font pas bien leur travail. Ils devraient démissionner. Et s'ils ne le font pas, on ira les déloger. Ils ne nous ont pas protégés. Ils étaient informés par les États-Unis et par les services secrets indiens. Ils savaient bien, avant les attentats en septembre et même le 19 novembre, qu'ils se préparaient une attaque par la mer. Mais ils n'ont rien fait pour nous. Tania Sif Ali Zardari nie en bloc les propos tenus par Kassab, le seul assaillant survivant. Non, le Pakistan n'est pas impliqué. Et les terroristes ont été l'objet d'une pression monstre de la part des enquêteurs indiens lors des interrogatoires. Kassab aurait simplement confessé ce que la police indienne voulait entendre. Victimisation classique pakistanaise face à un voisin dont la réussite irrite. Deux frères ennemis d'Asie du Sud planent. Le 3 décembre, Condoleezza Rice, secrétaire d'État américaine, rencontre le Premier ministre indien Manmohan Singh avec l'intention de faire baisser la tension entre deux pays qui ont connu 3 guerres en 60 ans. Et puis, George Bush a tout intérêt à encourager cette reprise du dialogue. Washington souhaite que les forces pakistanaises se mobilisent contre les talibans des zones tribales de l'Afghanistan et courtisent économiquement la péninsule indienne. Un mois après les attentats, Delhi transmet Islamabad un rapport accablant pour le Pakistan. Les terroristes auraient été en lien avec des anciens des services de renseignement pakistanais. Paza Gilani limole son conseiller spécial de la sécurité. Le 7 janvier, Islamabad assume enfin. Oui, les attentats ont été préparés au Pakistan. Oui, l'un des instigateurs est un commandant de l'armée des Purs qui officie au Cachemire, mais non, les autorités pakistanaises ne savaient pas. Car si la haute cour de Lahore n'avait pas refusé d'extrader 1 an plus tard vers l'Inde, faute d'évidence, 7 cadres du Lashkar-e-Taiba ou de poursuivre Hafiz Saïd, chef de la branche caritative, vitrine de l'organisation terroriste. Bref, l'Inde doute de la détermination du Pakistan à éradiquer les foyers terroristes qui parsèment son territoire, et le Pakistan ne rassure pas vraiment les autorités indiennes. Le terroriste encore vivant au tribunal spécial de la prison d'Arthur Road à Bombay. 2000 témoins doivent comparaître pendant 6 mois d'audience. Déroulés autour du bâtiment, par centaines, policiers et soldats munis de gilets pare-balles et d'armes automatiques encerclent l'édifice. Un tunnel blindé a été construit entre le tribunal et la cellule des terroristes. Comme pour panser ses plaies avec une sécurité de pointe, Delhi veut prouver qu'on n'y le reprendra plus. Sa défense, c'est son père qui l'aurait vendu au groupe terroriste, comme il l'expliquait sur son lit d'hôpital à un policier indien quelques heures après son arrestation le 26 novembre. Il me disait ces personnes gagnent beaucoup d'argent et ce sera ton cas, tu n'as rien à faire de très difficile, on aura de l'argent, on ne sera plus jamais pauvre, tes frères et sœurs se marieront, regarde ces types qui vivent la belle vie, tu peux être comme eux, il me disait. Ton père disait ça ? Donc j'ai dit, ok, peu importe. Que fait-il dans la vie? Avant, il vendait du yaourt et des snacks de pommes de terre dans la rue. Combien t'ont-ils donné? Te l'ont-ils transféré sur ton compte? Il n'y a pas de compte bancaire. Ils l'ont donné à mon père. Combien lui ont-ils donné? Je ne sais pas, peut-être quelques centaines de milliers. Après avoir accompli ta mission aujourd'hui, où devais-tu aller? Nous étions tous supposés mourir. Il nous a dit que nous irions au paradis. Le 6 mai 2010, la Cour condamne Ajmal Kassab à la peine de mort. Aucune exécution n'a eu lieu dans le pays depuis 2004.
L'unique survivant d'un massacre de 170 personnes est pendu le 21 novembre 2012 à 7h30 du matin. « 60 heures de terreur savamment orchestrées, prévues, minutées avec repérage de lieu du massacre quelques mois avant l'attaque. Alors, qui ? Au Pakistan ennemi et à son redoutable double jeu, aux autorités indiennes qui n'ont pas pris la mesure des alertes interceptées quelques jours plus tôt. Le 14 février dernier, 11 ans après le 9/11 India, le Cachemire indien a connu un attentat meurtrier. Un véhicule a foncé sur un convoi de l'armée et a massacré 37 militaires indiens. L'attaque a été revendiquée par un groupe islamiste pakistanais. 11 ans après le 26 novembre 2008, la province frontalière reste une vraie poudrière et les images du Taj en flammes et du hall de gare centrale de Bombay jonché de corps sans vie hantent toujours les mémoires. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'attentat de Bombay dont nous allons parler avec notre invité, le commandant Vincent, auteur du livre intitulé « Traquer la terreur » aux éditions Pierre de Taillac. Bonjour. Bonjour. Saint-Cyrien, breveté de l'école de guerre, vous avez notamment conseillé et participé à la formation des forces de sécurité des pays partenaires de la France au Sahel, au Proche-Orient ainsi qu'en Afghanistan. On va donc vous appeler commandant Vincent, un nom d'emprunt que vous ont donné, je crois, les hommes que vous avez commandés. C'est pour garder l'anonymat à l'époque des faits et maintenant encore, on dit Vincent. C'est ça ? C'est bien ça, c'est bien ça. Dans votre livre, donc, Traquer la terreur, le sous-titre nous intéresse particulièrement, qui dit « Au cœur des réseaux terroristes, du profilage à la neutralisation ». Alors, comment procède-t-on pour anticiper des actions aussi secrètes et violentes ? Je veux dire, est-ce qu'il y a des principes fondamentaux, principes cardinaux de la lutte antiterroriste, qui pourraient s'appliquer à toutes les formes de terrorisme, finalement ? La première, c'est déjà de connaître notre ennemi. Oui. De qui s'agit-il ? Là, on est passé maintenant à des terroristes qui ne sont pas là pour négocier. On est passé à un terrorisme islamiste qui est là pour semer la mort, pour semer la terreur. Donc là, maintenant, il n'y a plus de négociation possible. C'est le temps de la neutralisation. On l'a bien vu au cours des différents attentats récents qui ont pu survenir, que ce soit à Mumbai, au Sahel, en France récemment. Et à ce terrorisme islamiste, il s'agit de voir qu'à la mort se superpose le mensonge, la propagande, la manipulation qui va chercher à voir ces groupes récolter de nouvelles recrues et par ailleurs chercher à avoir un discours qui va enjoliver la réalité des faits. Je m'explique. Lorsque l'on prend par exemple la propagande de Daesh en 2016, 53% de sa propagande parle d'un état utopique où il fait bon vivre. Donc là, il faut bien voir, maintenant qu'on a bien compris quel était notre ennemi, après il s'agit de démonter les facteurs sur lesquels il s'appuie. Il y a 3 facteurs sur lesquels il s'appuie. C'est le ressentiment de la population et finalement l'incompréhension des forces de sécurité locales. Un exemple tout simple, c'est celui d'une rébellion au Yémen dans les années 70 au Dhofar. On va avoir le sultan qui sera absolument incapable de gérer cette rébellion. Et face à cette rébellion, les Britanniques vont chercher à l'aider. Parmi eux, un force spécial John Ward, qui va aller de tribu en tribu, établir une cartographie des tribus et de leurs besoins, et qui finalement, en 5 lignes, va apporter les solutions qui vont permettre de contrecarrer les modes d'action de rébellion et de terrorisme du mouvement en question. Après, apporter des réponses aux besoins de la population, il s'agit de contrecarrer les trafics et les réseaux parallèles. Ces différents réseaux terroristes voient une partie de leurs membres être issus du monde, on va dire, des voyous, du monde des trafiquants. On voit très très bien en Sahel, avec le cas de Mokhtar Ben Mokhtar, qui était un des grands ténors, un des grands chefs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui à la base était surnommé Mr Marlboro au regard des trafics qu'il faisait tout au long du Sahel vers l'Afrique du Nord. Enfin, dernier point, l'idéologie sur laquelle s'appuient ces groupes et qui cherchent à apporter des réponses. Donc il s'agit de démonter le mécanisme idéologique. Il y a un très très bon exemple qui est celui du Royaume du Maroc, où dans les prisons marocaines, les détenus qui ont été incarcérés pour faits d'islamisme soient rassemblés et invités à débattre
avec des théologiens de l'islam, qui ont donc la légitimité pour parler de ce champ-là, et qui vont démonter justement les arguments sur lesquels ces gens peuvent être recrutés par différents réseaux islamistes. Alors, est-ce que, à partir de ce tableau, on peut dire que les choses ont quand même pas mal changé? Même si vous donniez un exemple des années 70, dans les années 70 et 80, on avait un terrorisme qui était dirigé vers une cause bien identifiée. Je pense à l'IRA, en Irlande. Je pense à l'ETA, au Pays Basque. Là, le terrorisme est plus une guerre d'une civilisation contre l'autre, par exemple. Elle est plus globale, elle est plus large. Non, c'est pas une guerre, une civilisation contre une autre, parce que n'oublions pas que les premières victimes et les premières cibles d'Al-Qaïda et de Daesh sont des sunnites, garantes de l'islam. On peut penser à la Jordanie, penser au Maroc, à l'Arabie Saoudite. Donc il ne s'agit pas d'une guerre civilisationnelle, il s'agit d'une guerre qui met en œuvre différents acteurs qui cherchent à prospérer, à créer un califat, mais qui leur permet d'asseoir une assise bâtie sur une légitimité religieuse, mais qui vient contrecarrer les vrais garants de cet islam. Donc il s'agit ni plus ni moins que de gens qui vont chercher à contrecarrer les principes mêmes de ceux qui sont censés défendre. Dites-moi, dans la lutte contre le terrorisme, il y a la lutte préventive, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'attentats, et les déjouer des attentats prévus. Alors c'est toujours difficile d'en parler. En France, il me semble qu'il y a eu, et il y a encore, des attentats, déjoués, beaucoup d'attentats. Alors évidemment, on parle toujours des attentats qui existent, on oublie ceux qui sont déjoués. Quelle est cette dimension-là en ce moment en France? Alors, je ne vais pas vous donner de chiffres. Ah oui, c'est pour ça que c'est toujours difficile d'en parler. Par contre, ce que l'on peut voir, c'est que nos armées, par exemple, sont complètement engagées, à la fois sur le territoire national, où c'est la fameuse opération Sentinelle. C'est celle-là que les Parisiens ou les provinciaux peuvent voir patrouiller sur les lieux sensibles, sur les transports en commun, qui assure la protection au plus près au sein même du sanctuaire national. Et puis, quelques semaines plus tard, nous pouvons voir ces mêmes unités être déployées au Sahel, combattre les groupes terroristes, que ce soit les forces conventionnelles qui vont quadriller le terrain, faire des grosses opérations, ou les forces spéciales qui, sur le haut de spectre, vont capturer les tenants des cellules terroristes transnationales, tels que les gens d'Al-Qaïda ou Daesh, que l'on voit un jour au Sahel, quelques mois plus tard au Proche-Orient, un peu plus tard en Afghanistan et les Balkans. Nous serons d'accord, j'imagine, pour dire que dans l'histoire du terrorisme, la date du 11 septembre 2001 a été un point de bascule, elle est capitale. Elle est absolument capitale, parce qu'elle a permis de montrer, on va dire, la physionomie même d'Al-Qaïda, qui cherche à mener des attentats de grande envergure, plutôt que de créer beaucoup d'attentats. Ben Laden, quand on reprend les différents messages qu'il a pu porter à ses grands chefs, dit lui-même, il serait beaucoup plus facile de faire énormément d'attentats, énormément d'attaques. Préférons nous concentrer sur quelques attentats parfaitement menés, avec derrière une propagande qui va jouer quasiment 90% de la préparation de l'attentat pour pouvoir avoir le retentissement nécessaire sur la scène internationale. Et je vois à travers ce que vous me dites que la dimension de la propagande dans toutes les affaires terroristes, elle est effectivement très importante. On va se parler dans 3 minutes, on va faire une petite pause, on va écouter Bouncello qui chante Bombay, Commandant Vincent, et on parlera justement un peu plus de l'attentat de Bombay. Commandant Vincent, revenons à travers une ou deux questions sur l'affaire de Bombay dont nous avons fait le récit. On parle souvent de la duplicité du pouvoir pakistanais, donc le grand voisin de l'Inde, le grand voisin musulman de l'Inde, hindou. Donc, dans sa relation avec le monde occidental, on dit, à tort ou à raison, que le pouvoir pakistanais joue double jeu. Est-ce que c'est une plaque tournante du terrorisme mondial, le Pakistan? Moi, je dirais pas ça, parce que là, quand on prend le cas de Mumbai, les attentats de Mumbai, Bombay en novembre 2008, et sauf quand on fait une focale sur l'agenda international, il y avait des accords qui étaient en jeu entre Washington et Islamabad, entre les États-Unis et le Pakistan, afin d'intensifier leur coopération contre-terroriste, à la fois contre les cellules d'Al-Qaïda qui, de retour d'Afghanistan, franchissaient la frontière afghano-pakistanaise pour se réfugier dans la zone tribale pakistanaise, zone très très difficile à contrôler, et en même temps ces fameuses milices proches des mouvements talibans côté pakistanais.
Et finalement, l'attentat de Mumbai va servir, c'est mon interprétation, de chiffon rouge qui va, on va dire, effriter les relations entre les grandes capitales au regard de l'origine des terroristes qui sont d'origine pakistanaise, mais qui vont frapper directement au cœur du sanctuaire même indien. Commandant Vincent, deux dernières choses. Dans votre livre que je tiens entre les mains, il y a un long chapitre sur l'IRA. Pourquoi est-ce que dans l'histoire du terrorisme, l'IRA tient une place particulière? L'IRA est particulièrement intéressante parce que l'IRA va réussir, mais comme finalement la plupart des mouvements terroristes, à utiliser, on va dire, des antagonismes qui sont politiques, qui sont économiques, pour pouvoir réussir à s'implanter. Dans le cas de l'IRA, on va avoir des cellules subversives qui sont complètement en lien avec la Russie soviétique, qui sont complètement dans le cadre de la guerre froide, qui vont utiliser le ressenti des catholiques irlandais, qui sont souvent dans des quartiers pauvres, qui n'ont pas toujours accès aux emplois les plus décisionnels de l'Irlande du Nord, pour pouvoir s'implanter de plus en plus lourdement. Ils vont réussir à les manipuler durant le grand mouvement des droits sociaux, qui vont être des manifestations appelant à avoir un peu plus de partage des libertés et des postes décisionnels de la scène nord-irlandaise, à réussir à retourner la population à leur profit, à provoquer les forces de sécurité britanniques afin de les voir surréagir. Et finalement, les Britanniques vont se retrouver au début des années 70 à se demander de quoi s'agit-il, à ne pas comprendre quel est le fond du problème, parce qu'ils sont face à un mur qui ne leur parle pas. Et c'est là où on va voir les Britanniques réussir par deux leviers qui sont des leviers que finalement les Français avaient mis en œuvre. Hein, c'était ni plus ni moins que les thèses des Galula, des Trinquet, nos grands penseurs contre-insurrectionnels, que sont le renseignement, aller rechercher le renseignement. Alors c'est pas un travail interservice, nous sommes dans le cadre de la guerre froide, donc on va avoir différents services américains, français, britanniques, partager du renseignement sur ces groupes terroristes qui vont s'entraîner notamment dans la Libye de Kadhafi, qui vont partager du renseignement des modes d'action avec l'ETA français, dans le Pays Basque. On va voir du renseignement agir par de l'imagerie satellitaire, par de l'imagerie aussi d'écoute, et par du renseignement d'origine humaine. Le renseignement d'origine humaine, c'est ni plus ni moins que les soldats britanniques qui vont patrouiller, voir des changements dans les habitudes au jour le jour, et qui vont aussi voir des unités spécialisées s'initier au sein des groupuscules favorables à l'IRA, récupérer des renseignements, savoir qui est qui est un poseur de bombes, qui est un récolteur d'argent, qui est un facilitateur, afin de les appréhender avant la mise en œuvre des attentats. Bien, ce sera le mot de la fin, commandant Vincent. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires sensibles aujourd'hui, les attentats de Bombay.